Bonjour. Ah, ça marche. Merci pour votre présence. On va aborder pendant une petite demi-heure la question des infrastructures portuaires pour l'éolien flottant à travers l'exemple de Provence Grand Large et se projeter un petit peu sur les défis pour les ports, pour les projets de demain. C'est une présentation qu'on va faire à deux voix. Donc, je me présente, Ladislas Arato. Sur le projet Provence Grand Large, j'ai suivi l'ensemble des interfaces au cours des 4 dernières années. Donc, et Sébastien m'accompagnera. Bonjour à tous, Sébastien Tessier, directeur de la construction du projet Provence Grand Large. Donc, quelques mots sur le projet Provence Grand Large pour vous le présenter. Il s'agit d'un projet pilote de 3 éoliennes flottantes qui a été lauréat de l'appel d'offres ADEME en 2017. Ces 3 éoliennes sont situées à 17 km des côtes et chacune éloignée d'1 km. Elles sont montées sur des plateformes à ligne tendue de SBM Offshore. C'est des Siemens Gamesa de 8 MW et elles sont reliées entre elles par un câble d'export dynamique. C'est un projet qui a été développé de longue date avec le grand port maritime de Marseille-Fos pour pouvoir identifier comment s'intégrer à cette grande zone industrielle-portuaire. Et vous voyez sur cette carte qu'on a dû réfléchir à développer des postes assez différents en fonction de leurs caractéristiques dans différentes zones du port. Là, on se situe dans le bassin ouest du golfe de Marseille-Fos. Et la première étape, ça a été d'assembler l'ensemble des flotteurs dans l'usine d'Eiffage Métal au bout de cette darse. C'est ensuite assemblé qu'ils ont été chargés sur des barges directement à la sortie du yard. Il n'a pas été possible de les mettre à flot tout de suite, puisqu'il n'y a pas assez de profondeur d'eau dans cette darse. Donc les barges ont été déplacées jusqu'à la darse 1. Elles ont été coulées pour à ce moment-là mettre à l'eau les flotteurs. Une fois à l'eau, il faut pouvoir stocker ces flotteurs. On les a remorqués jusqu'au quai Gravelot, qui est au bout du quai logistique, porte-conteneur. Et dans un second temps, on les a remorqués jusqu'au quai Gloria, où on a pu intégrer les éoliennes sur les flotteurs. Une fois intégrées ces turbines, il reste encore beaucoup d'activités en pré-commissioning. Donc des postes de commissioning étaient aussi disponibles à nouveau au bout du quai Gloria. Et c'est seulement après cette étape-là qu'on peut partir en mer sur le site. Pour vous imaginer un peu tout ça, quelques photos, voir un peu plus concrètement comment se passent ces différentes étapes. Donc là, on voit le flotteur, la Tension Lake Platform, la plateforme à ligne tendue qui est chargée par des plateformes multi-essieux. Ces plateformes multi-essieux permettent de rouler cette structure de 3500 tonnes, 40 mètres de haut, sur une barge semi-submersible. Cette barge est ensuite déplacée jusqu'à la darse 1 que je vous montrais tout à l'heure. Et la profondeur d'eau là permet à la barge de couler jusqu'à immerger les bouées latérales à leur niveau de flottaison naturel. Ce qui est particulier avec cette technologie de plateforme à ligne tendue, c'est que quand on vient amarrer la structure à quai, elle est essentiellement émergée. Alors que la ligne de flottaison, une fois installée en mer, est aux 3/4 de cette structure. Donc c'est une structure très haute par rapport à d'autres types de flotteurs lorsqu'elle est amarrée à quai. Pour gagner en stabilité sur ce type de structure, on a dû installer des unités de flottaison additionnelles, qui sont ces airbags jaunes que vous voyez ici, ce qui demande de la manutention supplémentaire et de la logistique supplémentaire une fois à quai. En parallèle de tout ça, on travaillait sur le quai Gloria cette fois-ci, à la livraison des éléments d'éoliennes. Ils ont été acheminés depuis le Danemark et déchargés par le Rolldock, qui est un bateau qui permet à la fois de faire un déchargement type RoRo, donc roulé, avec des plateformes multi-essieux à nouveau, par l'avant. On voit une rampe RoRo ici. Et à la fois gruté en lolo pour décharger les pales. On voit bien là le layout complet de cette partie-là du port, dans lequel on a pu stocker préalablement au montage des éoliennes les 3 sets de tours, donc les 12 sections, et pareil, les 3 sets de pales, les 3 nacelles et les 3 hubs. La dernière étape au port,
que j'illustre là par une photo, c'est celle de l'intégration turbine, où du coup, en plus de ces éléments d'éolienne, vous voyez la grue principale montée sur chenille et une grue auxiliaire qui permet de lever les différents colis. Avec un challenge important qui est celui de pouvoir lever le colis le plus lourd à plus de 100 mètres de haut et plus de 40 mètres de déport, qui nous fait arriver presque en limite de capacité de la grue principale. Voilà un peu pour le contexte de Provence Grand Large, et je laisse la parole à Sébastien sur les leçons qu'on tire de toutes ces opérations portuaires. Donc, toutes ces étapes ont été préparées, bien sûr, avec le Grand Port Maritime de Marseille, donc, qui a vraiment été un interlocuteur très important, très significatif sur le projet. Donc, il a fallu tout d'abord préparer cette campagne de Provence Grand Large. Tout d'abord, avec le port, ça voulait dire planifier, bien sûr, hein, rien d'exceptionnel, mais un planning sur un site déjà très occupé par d'autres opérateurs. Donc, il a fallu faire à la fois de la planification et préparer les interfaces avec d'autres opérateurs, conteneurs, céréales, et enfin, d'autres types de bulk également, et automobiles également. Ensuite, on a dû préparer évidemment les travaux de renfort du quai, puisque c'est le GPMM qui les a réalisés. Donc ça voulait dire, bien sûr, dimensionner nos besoins avec Siemens, qui a fait l'intégration des machines avec leur grue. Donc dimensionner le besoin pour les renforts des quais, mais également pour les bollards. On a dû installer des bollards neufs pour des raisons, déjà tenir la charge liée aux amarrages de nos flotteurs. Donc on avait des bollards 100 tonnes, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel sur un port. Par contre, on a dû faire des bollards neufs pour des histoires d'assurance. Le projet étant très innovant, l'assureur a vraiment insisté pour avoir des bollards neufs. Ensuite, une autre étape très importante, c'est les opérations portuaires. On a besoin de support. Vous avez vu, il y a eu des opérations de remorquage. Le remorquage de nos flotteurs sort un petit peu de l'ordinaire, puisqu'à chaque fois, on a besoin de 3 remorqueurs minimum. Et bien sûr, de par la nature du service de remorquage dans le port, on a dû voir comment fonctionner avec les services du port qui fonctionnent de façon très cadrée. Et donc ça veut dire préparer le nombre de remorqueurs nécessaires, la planification. Donc ça, c'était un gros travail fait avec le GPMM. Et ensuite, dernier point, évidemment, trouver les zones pour les travaux et assurer tout ce qui est amodiation du terrain, donc le foncier. Ça, c'est une activité qui est quand même déjà plus conventionnelle. Un point très important sur le GPMM, c'est un port de commerce, et on le répétera souvent. Et donc là, on a fait des activités de construction sur un port de commerce. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été innovant. On ne se rend pas compte comme ça, parce que le port est tellement gros. Le GPMM, c'est 10 000 hectares. Donc c'est un port énorme avec des infrastructures partout. Mais on a vraiment eu une activité nouvelle avec nos contraintes de construction. Donc ça veut dire que, par exemple, là, en bas, vous avez le quai Gloria, où là, vous avez les zones qui ont été renforcées pour supporter la grue. Là, vous voyez le chemin de grue, le stockage des éléments lourds. Et on a dû faire une base au fond. Donc pour 3 machines, 3 flotteurs, on a dû faire une base. Donc quand on dit une base, c'est des bureaux, tout ce qui est utilité, c'est-à-dire eau, électricité, évacuation des déchets, etc. Un réseau électrique qu'on a dû installer également sur le quai, temporaire. Donc tout ça, il a fallu le faire pour le projet. Donc ça a vraiment été énormément de travaux pour parvenir à avoir quelque chose qui soit utile pour le contracteur d'installation. Et donc également énormément de travaux génie civil, alors pour les renforts des quais, mais également en interface avec, là on ne voit pas sur la photo, mais à côté il y avait un terminal d'export de céréales. On a dû raccourcir leur convoyeur pour pouvoir venir avec nos flotteurs. Donc vous allez voir un céréalier, vous dites votre convoyeur, je vais le raccourcir, mais après je vous le remets comme il était avant. Donc tout de suite ça met énormément de contraintes et de planification pour le projet. Donc les leçons du projet, elles sont nombreuses. Donc déjà d'abord en amont, le GPMM c'est un port d'État, donc qui fonctionne avec des règles publiques, enfin qui fonctionne avec des systèmes de marché public par exemple, qui a une certaine méthodologie pour ces opérations et on ne peut pas y dévier. Enfin, je veux dire, c'est un port de service qui est très très important évidemment dans la région Provençale-Côte d'Azur. Donc ça, il a vraiment fallu apprendre à comprendre comment fonctionne le GPMM par rapport à une autre entité. Enfin, ce que je dis là, c'est quelque chose de basique. Quand on travaille avec quelqu'un, l'une des premières choses à faire, c'est comprendre comment il fonctionne, quels sont ses intérêts, ses enjeux.
Mais voilà, ça a été quelque chose de très important à comprendre pour nous. Ce qu'on peut dire du GPMM, c'est que c'est une immense structure et ils ont d'énormes compétences. J'ai été très impressionné notamment pour tout ce qui est génie civil. Ils ont vraiment ils ont beaucoup d'infrastructures qu'ils gèrent eux-mêmes. Donc le GPMM dispose de beaucoup de ressources, que ce soit en génie civil, en management de projet également. Et bien sûr, on a eu de très bonnes interfaces pour préparer tout ça. Donc ça a été un travail vraiment très important. Et ces interfaces, il a fallu aussi les gérer avec nos contracteurs, puisque par exemple Siemens fournissait la grue de levage. Donc nous devions prendre les inputs techniques, faire l'interface avec le GPMM pour être sûr que le quai soit bien dimensionné. Quand on dit bien dimensionné, c'est qu'il tienne pour la grue, ni plus ni moins. Voilà, c'est vraiment à s'arrêter, parce que sinon les surcoûts de travaux, c'est en millions d'euros très rapidement. Ensuite, pareil, donc je reviens sur le niveau d'opération que le port pouvait nous fournir pour nous aider. C'est vraiment un partenaire. Et quand le port vous dit par exemple qu'il peut vous fournir un tug, un supply, un remorqueur, il ne faut pas oublier qu'eux ont aussi des devoirs envers le reste des opérateurs portuaires. Donc c'est un petit peu un cadeau, mais parce que ça évite d'en faire venir un de l'extérieur, donc beaucoup plus coûteux. Mais le port peut à tout moment décider de ne pas vous fournir ce remorqueur parce qu'ils ont un problème, une urgence ailleurs à traiter avec un bateau qui est en difficulté, avec des risques de pollution, d'autres risques. Donc ça c'est important à comprendre, voilà, de comprendre les enjeux de chacun. Ensuite, en phase d'exécution, donc l'équipe justement de la capitainerie du port a vraiment su adapter aussi ses méthodes de travail. Quand vous avez dans un port de commerce, quand vous faites venir un bateau, en général, vous avez le planning plusieurs semaines à l'avance, vous planifiez, etc. Nous, de par notre activité de construction, vous voyez bien que des flotteurs comme ça, avant de les remorquer dans un port, il faut que la météo soit bonne. Et la météo ne se prévoit pas si longtemps que ça à l'avance, surtout quand on est à des conditions un peu limites. Donc on a eu énormément de changements de décision, vraiment à l'instant T. Et ça, c'est une habitude qu'ils n'avaient pas. Et là, on a eu un très très bon support de leur part. Donc ça implique évidemment une coordination, comme on a sur beaucoup de chantiers, mais nos réunions de coordination tous les matins, c'était le turbinier, le flottoriste, le chantier, le GPMM, donc énormément d'interfaces que le port a dû gérer aussi avec nous. Tout ça, évidemment, a permis d'avoir une grosse courbe d'apprentissage, que ce soit pour l'équipe du port, pour les dockers également. L'éolien est une activité nouvelle, il a fallu comprendre comment ça fonctionne, le pilotage, donc beaucoup d'apprentissage de chacun. En conclusion, alors sur un projet éolien classique, le port est déjà un partenaire. C'est pareil sur l'appel d'offres 1, Saint-Nazaire et Fécamp. Mais c'est encore plus vrai dans l'éolien flottant, puisqu'on a beaucoup plus de besoins en termes d'infrastructures portuaires pour nos levages, puisqu'il y a beaucoup de contraintes pour le stockage des flotteurs, pour le levage. Donc il y a vraiment une interface qui est beaucoup plus importante que sur un projet conventionnel d'éolien posé. Je trouve que le GPMM a su relever le défi de faire ce projet de construction vraiment dans un milieu commercial, dans un milieu de commerce. Donc ça a vraiment été une très belle leçon, je pense, pour le GPMM et pour nous aussi. Enfin, ça nous a permis ça a permis au GPMM d'avoir des inputs pour leur projet DEOS, avec le développement de l'éolien flottant à Marseille. Donc vous avez le stand du GPMM qui est à côté. Bon, c'est un investissement qui est très significatif. Donc ils se sont servis des lessons learned de PGL pour développer leur projet DEOS. Et nous, bien sûr, ça nous a permis de mettre en valeur toute cette courbe d'apprentissage pour l'appel d'offres 6, les appels d'offres commerciaux qui arrivent dans Méditerranée. Voilà. Et maintenant, c'est l'avenir. Et ça, c'est Ladislas qui va vous en parler. Voilà, on va essayer de se projeter un petit peu sur les prochains projets. Et effectivement, il y a 3 principaux challenges tels qu'on le voit aujourd'hui. Le premier, c'est vraiment un changement d'échelle. Quand on passe d'un projet pilote à un projet commercial, en tout cas tel que les projets français sont en train de s'organiser, on va pratiquement doubler les ordres de grandeur sur les principaux colis. Et ça change complètement la logique au niveau des infrastructures. Sur les projets pilotes, on a des turbines de 8 à 10 MW. Les projets commerciaux, que ce soit la O5, la O6, la O9 derrière, envisagent des turbines de 15 à 25 MW, ce qui veut dire des tailles de rotor qui passent de 150 à 300 mètres. Donc si le rotor est aussi grand, la tour va aussi, elle, devoir être bien plus haute. Premier impact, c'est sur le tirant d'air. Donc des servitudes aériennes à prévoir très tôt dans les cahiers des charges, à discuter très tôt avec les autorités
aérienne, civile et militaire, mais aussi un impact direct sur l'infrastructure, puisqu'il faut pouvoir stocker ces pales, les décharger, donc des rayons de giration plus importants, des longueurs de quai plus importantes. Ensuite, pour pouvoir accueillir des génératrices aussi puissantes, le poids des nacelles va aussi pratiquement doubler. On va passer de 350 tonnes à 700, 800, 900 tonnes. C'est un colis extrêmement lourd sur une petite surface qui va avoir un impact direct sur la capacité portante des quais nécessaires pour le déchargement, mais aussi pour le stockage de ces nacelles. Donc, ce qu'on discute maintenant avec les ports, c'est des quais colis lourds de 15 à 20 tonnes mètres carrés minimum sur l'ensemble de leur surface, et des terre-pleins qui, eux, sont autour de 10, 15 tonnes mètres carrés. C'est pas rien, puisqu'aujourd'hui, le standard, c'est plutôt 5 tonnes mètres carrés sur du terre-plein. Il y a énormément de travaux à prévoir pour anticiper ça. Le flotteur, lui aussi, alors d'une technologie à l'autre, ça varie énormément, mais pour un semi-sub, on peut parler de 5000 tonnes pour les flotteurs de demain. Pour une barge, on ne peut pas dépasser les 15 000 tonnes. Il faut pouvoir rouler toutes ces structures et derrière pouvoir les mettre à l'eau. Donc ça demande des rampes d'accès à l'eau, ça demande à nouveau des portances plus importantes. Et un dernier élément hyper important aussi, c'est le tirant d'eau de ces nouvelles structures, et amarré et intégré avec une turbine dessus, et surtout lors du float-off, lors de la mise à flot sur une barge, il faut pouvoir trouver un trou d'eau, donc avec une profondeur de plus de 15, 16, 18 mètres, quelque part dans le port, et derrière une souille amarrée boraquet qui va passer à 14, 15 mètres. Voilà. Tout ça, c'est des travaux nécessaires que les ports doivent prendre en compte dans leurs nouvelles infrastructures. Un dernier point que je n'ai pas évoqué, mais qu'on aime bien mettre en avant aussi quand on discute avec les ports, c'est cette possibilité de pouvoir intégrer différents types de flotteurs. Et qui dit différents types de flotteurs dit différents plans d'amarrage, et donc des bollards qui ne seront pas forcément positionnés au même endroit. Donc cette possibilité d'avoir des bollards amovibles, c'est aussi assez important pour nous pour pouvoir avoir le choix de la technologie de flotteur jusqu'à assez tard dans le projet. Le deuxième grand défi, c'est que tous les projets pilotes aujourd'hui ont raisonné vraiment en séquence. Finalement, les postes que je vous ai présentés dans la première slide ont été réalisés les uns après les autres. Là, très vite, on va passer de 3 éoliennes à 10, 15, 20 éoliennes, et on va forcément avoir une logique série. Et qui dit logique série dit aussi post-atelier en parallèle. Et ce que j'essaie de vous représenter dans cette slide ici, c'est un peu les 4 grands ateliers, on va dire, ou alors plutôt les 2 grands ateliers et les 2 stocks tampons qu'il faut imaginer pour pouvoir réaliser tous ces projets sans qu'il y ait de goulot d'entreuglement au cours de toute la fabrication et de l'assemblage jusqu'à départ en mer. Le premier, du coup, c'est un layout typique d'un port qui serait assembleur de flotteurs. Il doit être capable en parallèle de recevoir jusqu'à 3 ou 4 navires par semaine avec des déchargements de bracons, de bouées, d'internes, d'équipements électriques. Et en parallèle, pouvoir avoir assez d'espace pour assembler ces différents composants, les souder pour la plupart du temps, et enfin pouvoir les charger sur une barge et les mettre à l'eau. Tout ça, ça nécessite du coup un linéaire de quai important, de 400 à 700, 800 mètres minimum, et une surface de 20 à 40 hectares minimum pour pouvoir réaliser tous ces postes en parallèle. Ensuite, un port peut faire le choix de n'être que assembleur de flotteurs. Parce que l'intérêt du flotteur, c'est qu'il peut être remorqué assez loin jusqu'à un deuxième site de port d'intégration. On parle de plusieurs centaines de kilomètres, voire on peut dépasser le millier de kilomètres. Donc la zone de chalandise du port assembleur de flotteurs est assez importante. Le port intégration turbine derrière doit lui aussi pouvoir avoir plusieurs postes d'assemblage en parallèle. Il doit aussi recevoir les équipements d'éoliennes de la même manière. Il doit pouvoir intégrer la turbine sur son flotteur. Et surtout, très important, il ne faut pas oublier que derrière, une fois la turbine assemblée sur le flotteur, il reste énormément de travail en termes de pré-commissioning pour minimiser les activités en mer. Et donc là, c'est aussi des postes qui doivent être accessibles pour des opérateurs et aussi pour des petites grues, puisqu'il y a quand même des colis qu'on doit continuer à lever
pour amener des outils, du matériel pour l'intégration des internes. Ce qui est important quand on voit ces deux activités principales sur les ports, c'est de se rendre compte que ce n'est pas forcément les mêmes échelles de temps. On compte en mois pour de l'assemblage de flotteurs, on compte en semaines pour l'assemblage de turbines. Donc forcément, il faut créer un stock tampon quelque part. Sinon, votre chaîne de production va être grippée. C'est le principe du wet storage ou du stockage à flot, où on doit pouvoir stocker un certain nombre de flotteurs avant l'intégration turbine ou après l'intégration turbine. Voilà. Des ports pourront peut-être se permettre, s'ils ont assez d'espace, de gérer l'ensemble de ces 4 fonctions en même temps, mais la tendance, c'est aussi de s'entendre par façade, de se spécialiser aussi par façade, de manière concertée, pour que on puisse avoir et un port assembleur et un port intégrateur sur la même façade maritime. Le dernier message, c'est le challenge du volume et du fait de pouvoir être prêt à délivrer l'ensemble des projets qui arrivent dans le pipe. Le pacte éolien en mer et les documents stratégiques de façade donnent une bonne vision maintenant de ce que le flottant a comme objectif. Donc on a les trois projets de 250 MW avec l'AO5 et l'AO6, donc 10 fois plus gros que les 3 projets pilotes. Derrière, les 2,5 GW de l'AO9 et ensuite les 22 GW entre 2035 et 2050. Ça nécessite du coup que cette planification de long terme, elle pense aussi à la disponibilité des infrastructures portuaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut pouvoir échelonner dans le temps les mises en service et donc échelonner dans le temps les constructions, pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des façades, pour ne pas sous-occuper un port ou au contraire le rendre indisponible pour le projet qui devrait être construit à ce moment-là. Donc cette concertation, elle a lieu. La DGITM et la DGEC travaillent de concert, travaillent avec les développeurs, travaillent avec les infrastructures portuaires, nous demandent notre avis pour justement phaser ces différentes mises en service et donc l'occupation portuaire. Ce qui est important aussi, c'est de réserver vraiment des zones à l'éolien en mer, aux énergies marines renouvelables. Sébastien parlait de la difficulté de cohabiter entre un port de commerce et un port de construction. L'idée, c'est d'avoir des zones vraiment dédiées à l'éolien en mer, puisque les infrastructures sont telles qu'elles sont avant tout dimensionnées pour ça. Ensuite, ce planning, il nécessite aussi de s'entendre sur des financements. Et là, il y a une dynamique depuis 2022 qui est bien lancée grâce à un budget France 2030 et un appel à manifestation d'intérêt ADEME qui a permis à tous les ports de faire des préétudes. Il y a 8 ports qui ont déposé des projets. Et derrière, avec ces préétudes, il y a des projets d'infrastructure qui se sont développés. Vous pouvez aller voir sur les stands d'EOS du GPMM, Inflow de Brest, EOL de Nantes-Saint-Nazaire. Ils ont tous bénéficié de cet AMI pour ensuite aller voir la filière, consulter, récupérer des informations, et vous allez voir qu'il y a un peu consensus sur le type maintenant d'infrastructure qui est nécessaire et sur les bons ordres de grandeur qu'il faut appliquer à ces nouvelles infrastructures. Reste maintenant à les financer. Le fonds d'amorçage France 2030 est avant tout un fonds justement d'amorçage. Il reste à compléter ces financements et à prendre des décisions d'investissement assez vite. On parle de 2026, de 2027, puisque derrière, il faut bien compter 2 à 3 ans pour que ces projets se réalisent, si on veut qu'ils soient prêts pour 2030, pour le début de la construction de ces projets commerciaux. Et un dernier élément qui est plus vu de notre fenêtre en tant que développeur, c'est que nous, on répond dès aujourd'hui, par exemple, à la O9, donc plus de 5 ans avant. On a besoin de savoir quelles seront les conditions commerciales que vont nous offrir les ports sur ces infrastructures pas encore construites. C'est un peu difficile comme exercice, mais on a besoin que les ports nous donnent des indications. Ensuite, on prend nos hypothèses, mais on ne peut pas partir dans ces appels d'offres sans avoir déjà discuté commercialement de comment seront loués ces terrains, quels seront les services associés, quels seront les droits de port associés. Et c'est quelque chose que les ports font de plus en plus aussi et nous accompagnent pour que quand on remette notre pli lors de l'appel d'offres, on ait déjà un bon budget dans le sens où il est bien dimensionné pour derrière permettre la réalisation de ces projets. Voilà, on arrive au bout de notre présentation. Je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps ou pas, Sébastien, pour des questions. Très peu de temps, mais si vous voulez, on peut prendre une ou deux questions. Juste sur
Le système de base flottante d'assemblage, j'imagine que ça a été réfléchi X fois. Et le fait d'être dépendant de ces contraintes physiques portuaires classiques, de port classique de commerce, par rapport à créer une espèce de port artificiel flottant, ça a été mûri, ces alternatives. Vous voulez dire au niveau des constructions portuaires pour adapter les futurs parcs. Juste, vous pouvez reformuler la question, juste pour être bien sûr j'ai compris. Au lieu d'utiliser des ports de commerce avec des structures de quais plus ou moins solides, et vu les efforts et les tailles des éoliennes, d'imaginer des espèces de ports flottants artificiels, un peu comme au débarquement, mais encore plus grand. Alors je pense que vu la taille des flotteurs, ça va être challenging. La taille et le nombre. On peut faire ça sur avoir un floating dock, hein, comme on a des fois sur certains bateaux. Quand vous avez un bateau, c'est possible, mais je pense que vu le nombre d'éoliennes qu'on a, on ne peut pas tout mettre sur la même base, ce serait trop gros. Et avoir plusieurs barges comme ça qui permettent de supporter, enfin d'avoir des docks flottants, je pense que c'est pas quelque chose vers lequel on se dirige pour l'instant. Enfin, je ne vois pas ça dans les tablettes des ports en tout cas. Et par contre, une question qui s'était posée, comme vous voyez dans un apport de construction en Europe du Nord ou en Corée, vous avez des grues flottantes dans les ports. Donc ça peut éventuellement être, parce qu'on s'affranchit tout ce qui est fondation, etc. Vous avez une shear leg, là, comme vous avez dans pas mal de ports. Ça veut dire qu'il faut du volume, hein, il faut faire pas mal de levage, parce que vous justifiez la présence de ce navire de levage dans un port. Donc ça, c'est vraiment, on voit ça dans des très grosses structures où on lève 3, 4, 5, 6, 10 000 tonnes. Donc est-ce que ça, c'est une solution pour l'éolien flottant comme ça sur du moyen terme? Pas sûr. C'est au port aussi de voir un petit peu les besoins, comment les besoins sont exprimés, et c'est à eux de voir si c'est justifié de faire venir une grue pour opérer une grue flottante dans un port, quoi. Bonjour. Moi, c'est une question sur le phasage en fait entre donc l'étroite collaboration avec le port et vous et les autres intervenants. En termes de calendrier, combien vous avez mis de temps à faire d'une part la planification donc stratégique du port, hein, donc recréer les infrastructures telles quelles, puis la phase travaux, donc c'est-à-dire adapter le port pour faire les 3 éoliennes pilotes. Et ensuite, c'est la phase vraiment travaux en elle-même. Donc, combien de temps vous avez mis pour les mettre à l'eau et combien de temps ça prend? Parce que j'imagine que la capacité de grue et faire venir le matos, ça doit être compliqué. On a eu quelques aléas. Non, je pense que la préparation de l'opération, c'est plusieurs années. Alors après, c'est aussi un concept innovant. Donc, la phase de développement du projet a été sur un projet pilote. Déjà sur un projet commercial, c'est assez long. Sur un projet pilote, il y a en plus certaines incertitudes du fait que donc ça, c'est un échange régulier avec l'équipe d'avant-projet et le GPMM, très en amont, pour identifier les lieux, où, quoi. Et ensuite, je pense qu'on a les amodiations, on a dû les placer au final quelques mois à l'avance, mais parce que c'était suivi depuis longtemps. C'est-à-dire et on ne pouvait pas faire on pouvait pas sécuriser un emplacement. C'est aussi une des difficultés qu'on a eues. Alors, en plus, on a été touché par le Covid, par on a eu 2-3 soucis, comme beaucoup de projets de construction, hein. Et donc, c'est bien de prévoir à l'avance, mais il faut aussi s'adapter à des aléas. Et on a eu un gros aléa avec le Covid. Nos flotteurs sont sortis avec plusieurs mois de retard. Et donc là, il a fallu s'assurer que ça ne chamboulait pas tous les plans du port. Donc, que c'était possible. Donc, il y a la grue, évidemment, mais ça, c'est pas le port. Donc, ça, c'est un travail continu. Donc, et là, l'échelle, c'est quelques mois, en fait. Une fois que vous partez en retard, c'est plus 2-3 jours, c'est quelques mois. Donc, il y a ce moment où, et là, il faut demander à tout le monde ce qu'il peut faire. Et le GPMM fait partie le port fait partie des interlocuteurs qui ont dit, là, si on vient 6 mois plus tard, est-ce que ça marche encore? Donc, après, la durée, nous, sur Provence Grand Large, la durée de l'assemblage, on va dire que la mise à l'eau, elle a été faite en avril-mai 2023, et on a fini les opérations de levage à quai en septembre. Voilà, pour 3 machines. Alors, on a eu quelques soucis l'été, météo, des soucis techniques également. Mais voilà, grosso modo, l'échéance. Mais ça reste un projet très court dans le temps.
Là, les projets dont la DISAS parle, on part sur plusieurs années, je pense, d'occupation. Et la difficulté, c'est ça, c'est de mélanger le long terme, c'est-à-dire on vient dans 3, 4, 5 ans faire ça, et puis le projet, comme beaucoup de projets offshore, on prend un aléa, il faut prendre 2, 3, 4, 5 mois, alors, puis à un moment donné, des fois, il y a un game changer, on est obligé de tout changer, et là, ça devient un peu plus compliqué. Là. Merci.